Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 118 du Temps d'arrêt. Très heureux de consacrer cet épisode sur le prochain championnat mondial junior qui se tiendra dans l'État du Minnesota aux États-Unis. Et je suis encore plus heureux de recevoir les deux piliers du TSLH podcast, des amis et collègues de Tout sur le hockey, Pascal Lapointe, Mathieu Paradis. Les gars, ça va bien? Oh yes, ça va bien. Toujours un Yes. plaisir de venir te jaser, mon Étienne. Mais le plaisir est vraiment partagé. Puis c'est un des épisodes que j'attends le plus, que j'ai le plus de plaisir à faire à chaque année. Mathieu, ça fait quelques années qu'on le fait là, de suite. Pascal, on l'avait fait une fois ensemble aussi. Tu avais été victime des microbes de l'hiver dans les dernières années. C'est Mais encore le cas cette année, je te dirais. très heureux de t'avoir parmi nous. Puis les gars, je prends un petit moment pour vous remercier individuellement chacun. Vous avez permis à mon podcast le temps d'arrêt d'avoir une crédibilité au niveau hockey. Puis très heureux de vous recevoir une dernière fois tous les deux. Là, c'était important pour moi de le faire, puis de souligner quand même l'apport extraordinaire que vous avez eu ici pour nos auditeurs au cours des dernières années. C'est vraiment très, très apprécié, puis très heureux de vous avoir une dernière fois. Ça fait plaisir. Yes. Et pour ceux qui ont manqué les épisodes dans les dernières semaines au niveau du TSLH podcast, ça a été le mois de novembre a vraiment été consacré sur les listes préliminaires de Pascal, de Simon. Donc, le gros top 32 qui a été publié en quelques segments. C'est à ne pas manquer. J'ai, pour ma part, fait un épisode avec Simon il y a quelques semaines. C'est de loin approfondi. Le contenu est vraiment très, très complet. C'est la meilleure manière d'en savoir plus sur les prochains espoirs qui seront dans la Ligue nationale super. Donc, à ne pas manquer, là, évidemment, le gros top 32 du TSLH et bien sûr tous leurs épisodes. Les gars, si vous le voulez bien, on va se lancer dans les dernières éditions. Parce que ça a été en montagne russe dans les 10 dernières années. Si on regarde 2015, médaille d'or. Ensuite, ça a été une 6e place en 2016. On a rebondi en 2017 et en 2018 avec l'argent et l'or pour retomber dans un creux de vague en 2019 avec une 6e place. 2020, médaille d'or. 2021, médaille d'argent. 2022 et 2023, médaille d'or. Et là, on est vraiment dans un moment plus difficile. Là. Donc, dans les 2 dernières éditions, on a terminé en 5e position. On est dans des gros questionnements du côté de l'équipe canadienne, puis on le verra dans les prochaines minutes. Il y a eu un certain remaniement. On a eu du problème lors des tours préliminaires lors des dernières années. Là, on peut penser à la défaite contre la Lettonie l'an dernier. Puis ces changements-là disons, officialisés avec la nomination d'un directeur général permanent, là, Alan Miller. Comment est-ce que vous avez vu cette réorientation du côté d'Équipe Canada? Pascal, pour commencer. Ça vient venu en 2025. Tu peux pas juste te fier au bassin de talent. Il faut que tu aies une structure. Faut que tu aies une philosophie. Tu as une façon de construire ton équipe qui est plus basée sur du scouting de plusieurs mois, voire années pour construire ton équipe. Il faut une philosophie. Alors que dans les années passées, c'est pas qu'il n'y avait pas de philosophie ou de talent, mais c'était pas mal moins sérieux, je pense. Donc, tous les autres pays sont pas mal plus à prendre au sérieux dans ce tournoi-là. Ça la demeure les meilleurs en bas de 20 ans. Donc, à mes yeux, c'était le temps
que ça C'est arrive, nécessaire ça. aussi. D'avoir du monde à temps plein sur la job, ça n'a aucun sens. Miller a connu du succès au sein de l'équipe canadienne, là. Il était directeur du personnel lorsque le Canada a eu beaucoup de succès, des médailles d'or avec les équipes juniors en 2022 et 2023 et la même chose aux éditions du Linka dans les mêmes années. On a ramené Matt, un entraîneur d'expérience en Dale Hunter, puis je ne sais pas si ça vient de lui ou ça vient de Miller, mais on a décidé de changer le processus de sélection des joueurs. Dans les dernières années, on y allait d'un camp de sélection où les joueurs qui étaient coupés défilaient devant les médias, là, un petit peu la walk of shame, là, si on peut dire comme ça. Et là, on fait ça différemment. On y va comme d'un gros camp d'entraînement où seront retranchés à tout le moins un attaquant, un défenseur et un gardien, si aucun joueur de la Ligue nationale se rajoute. Donc, on y va vraiment avec un groupe plus restreint. Comment tu as reçu cette nouvelle façon de faire? Je pense qu'on... Tu sais, on dit souvent, hein, les États-Unis, c'est une formation qui se développe ensemble pendant longtemps, puis avec l'équipe canadienne, on n'a pas le luxe de faire ça. Mais en abordant le camp de cette façon-là, j'ai l'impression que on envoie comme message aux joueurs, votre place est là, OK? À moins qu'il y ait des joueurs de la Ligue nationale qui reviennent, mais votre place est là. Maintenant, développez votre chimie tout de suite. Essayez pas de gagner un poste. Essayez pas d'arracher la tête d'un gars dans le coin parce que vous voulez faire l'équipe. Développez votre chimie dès maintenant parce que ça va être payant dans le 2e, 3e puis 4e match du tournoi. Fait que j'ai l'impression qu'on veut comme amener cette philosophie-là avec ces changements-là. Là. Et Dale Hunter, on connaît un petit peu le personnage. Là. Oui, il a eu du succès avec l'équipe canadienne. Il en a eu beaucoup avec London. Il avait mené cette équipe-là à la médaille d'or en 2020. Disons qu'il n'a pas le tempérament le plus, disons, le plus... c'est pas l'entraîneur le plus doux. Hein. Lui, on va directement au but. Donc, lui, les matchs contre les étoiles universitaires, je pense pas que ça l'intéressait beaucoup. On coupe ce projet-là. Aller directement, là, il voulait avoir son groupe, son noyau, il l'a, c'est ce qu'il a amené. À voir si ce processus fonctionnera. Puis, dans les dernières années, on peut se le dire, on a laissé beaucoup de talent de côté. On le verra dans l'alignement qu'on vous présentera. On a amené beaucoup de talent, mais on amène des gars qui sont capables de remplir des rôles aussi. L'année passée, on peut penser là, à la blessure de Matthew Schaefer. Personne n'a été en mesure de bien le remplacer. Puis il y avait certains défenseurs qui auraient pu, peut-être pas à la mesure de Matthew Schaefer, mais faire ce travail-là puis qui étaient à la maison. Donc, on semble être allé avec des choix un petit peu plus sûrs. Moins pour se bâtir une équipe vraiment cocher toutes les cases. Là. On a amené beaucoup de talent. Puis je pense que ça risque de payer à tout le moins. Là, avant le début du tournoi, il y a moins de questionnements sur cet alignement, ça c'est sûr. Là. Absolument. Puis tu sais, j'ajouterais, parce que tu as parlé du point des matchs contre les All-Stars de l'université canadienne, là, mais tu sais, justement, je pense que cette philosophie-là va être bonne parce que jouer contre des joueurs que tu juges peut-être un petit peu moins talentueux, puis que finalement, tu arrives, puis il y a une rivalité, pas une rivalité, mais tu as une compétition, tu as de l'adversité. Ou à l'inverse, tu donnes des volets à une équipe avant même le tournoi. Je trouve que ça donne une fausse confiance. Ouais. Envers les joueurs, tandis que là, on se concentre vraiment juste à créer un système dans les pratiques entre nos joueurs. Fait que je pense que ça va avoir du bon. Là. On va décortiquer les... Vas-y, Pascal, excuse-moi. Pour Hunter, je pense qu'il n'y a personne au Canada qui peut défier son autorité ou bien leur mettre en question. Ce gars-là, il a une des machines à hockey junior les plus performantes au monde, qui produit le plus, une équipe qui produit des joueurs dans la NHL, là. Il est le maître d'œuvre de tout ça. Donc, c'était le temps qu'on leur ramène dans le système. London, disons que c'est très, très rare qu'il passe par un processus de reconstruction puis qu'il manque les séries dans la OHL. Donc, on sait que... Un coach, il y a plusieurs équipes qui leur donnent des joueurs, des fois, tu peux te poser des questions, là, mais bon. Ouais, disons qu'il y a probablement beaucoup d'argent qui se passe dans ces transactions-là. Mais ouais, donc beaucoup de succès de son côté. On va décortiquer l'alignement.
vraiment avec chacun des joueurs qui ont été invités. On va voir que certains joueurs qui sont de retour par rapport à l'édition de l'année passée, des bons ajouts, quelques points d'interrogation qui sont encore en suspens. Donc, ça va être intéressant de s'y lancer. Là où il y a probablement le moins de, disons, il y aura le moins de questionnement, c'est à la position de gardien de but. Donc, Carter George, qui est un choix des Kings de deuxième ronde en 2024, et Jack Ivankovic, choix des Predators en deuxième ronde aussi, cette fois en 2025, étaient les deux gardiens de l'édition 2025. George, cette année à Owen Sound, c'est des statistiques un petit peu plus difficiles, mais Owen Sound, c'est une des équipes qui accorde le plus de buts dans la OHL. De son côté, Ivankovic, sa première saison à Michigan, très très bonne année. Là. Et oui, là, une machine offensive, on n'a pas joué contre les grosses équipes, toutes les grosses équipes du programme. Quand même 1,85 et 9,23 de pourcentage d'efficacité, c'est excellent. Les deux gardiens, malgré les défaites de l'année passée, là, c'est pas de leur côté, disons qu'il fallait trouver des coupables. En commençant avec ces deux bonhommes-là, Mathieu, à quel point tu te sens confiant si on entamait ce tournoi-là avec un des deux? Et selon toi, qui aurait la pole? L'année passée, ça a été Carter George. Cette année, est-ce que tu penses qu'il y aurait un léger changement de garde à ce niveau-là? Je pense que ça serait facile de dire que Carter George a une longueur d'avance à cause de la saison de l'année passée, je veux dire. Mais je serais pas surpris qu'on y aille avec Jack Ivankovic parce que, tu sais, premièrement, sa première saison dans la NCAA, ça va très bien. Il y a tout que des statistiques. Oui, à Michigan, c'est tout qu'un club aussi, là, on s'entend. Là. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est ça. Carter George, on y a montré que c'est un compétiteur. Dans le tournoi, il a souvent montré du bon hockey. Fait que, c'est dur de dire qui a une longueur d'avance. Je tomberais pas en bas de ma chaise qu'on y aille avec Ivankovic, mais tu sais, comme d'habitude, avec le Canada, les deux premiers matchs vont dicter un peu qui va prendre la pole à ce moment-là. Là. Puis, ce qui est bien dans le cas d'Ivankovic, c'est que oui, c'est sa deuxième année, mais il va être éligible à retourner l'année prochaine aussi. Là. À juste 18 ans, sa fête, c'est au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait l'avoir pour une troisième année de suite. Pascal, de ton côté, qui serait ton partant? Oui, Ivankovic. Parce qu'en plus, que ce soit U17, U18, U19, U20, le Hockey Canada adore Ivankovic. Donc, je pense que ça va être lui. Puis, les trois gardiens demeurent des choix très intéressants, mais ils ont démontré à plusieurs reprises qu'Ivankovic était plus apprécié que Ravensburgen. Puis George, ben moi je trouve qu'il a tendance à choquer, donc j'irais plus avec Ivankovic, mais les deux choix, avec la défensive qu'ils vont avoir, les deux choix sont très corrects. Et là, certaines personnes vont regarder le profil du troisième gardien, là, Josh Ravensburgen. Ça a été un choix de première ronde des Sharks cette année. Donc, certains vont se dire pourquoi Ivankovic aurait la pole face à ce Ravensburgen qui a été choisi plus tôt. Le profil est complètement différent. Hein? Jack Ivankovic, une plus petite stature, 5 pieds 11. Est-ce que ces bons moments-là qu'il vit en ce moment vont pouvoir se transposer dans la LNH? C'est à voir. Les gars, je voulais vous demander, même si Ravensburgen connaît une bonne saison à Prince George, le fait qu'il a 19 ans, et que ça serait sa seule opportunité. Est-ce que vous avez été surpris de le voir là par rapport, exemple, mentionner un nom comme celui de Lucas Beckman? Oui, c'est difficile avec sa saison avec le Dracor, mais un gars qui a 18 ans et qui aurait pu profiter de cette expérience-là, parce qu'en bout de ligne, si on amène deux gardiens, l'expérience de Ravensburgen de patauger dans tout ce milieu-là sera servi juste à ce camp d'entraînement-ci. Là. Oui. C'est étonnant pareil. J'aurais aimé ça quand même qu'il développe d'autres, mais il demeure un des talents élites à sa position dans le pays. Donc, il va quand même avoir sa chance, puis c'est un gros gardien de but. Les deux autres sont plus petits que lui, Ivankovic surtout. Ouais. Donc, cette année, ça va quand même bien avec son équipe. Là. Bon début de saison, comparativement à l'année passée, que statistiquement parlant, c'était un peu plus difficile. Là. Il est pas mal plus stable. Fait qu'il méritait quand même de se présenter. Là. Fait que je suis quand même pas étonné qu'il soit là. Je suis content qu'on n'ait pas essayé justement, encore une fois, de préparer la saison d'après. Ouais.
puis de préparer l'autre année d'après, puis de second-guesser l'alignement de Team Canada. On est allé avec ce qu'il y avait d'élite présentement, puis l'année prochaine, ben, t'auras Ivankovic qui revient. Puis on verra l'année Puis prochaine. t'as amplement le temps de développer d'autres gardiens de but dans d'autres compétitions internationales. Fait que je suis du même avis que Pascal là-dessus. Là. On sait que les blessures sont si vite arrivées, advenant qu'il se passe quoi que ce soit, même si on retranche Ravensburgen. Disons que le vol de l'ouest vers le Minnesota n'est pas trop long, donc ce ne serait pas trop difficile pour lui de rejoindre l'équipe là, advenant une blessure d'un des deux gardiens. Donc, effectivement, c'est bien de le faire, disons, avoir cette expérience-là avec la formation actuelle. Au niveau de la défensive, les gars, là, on se lance un petit peu plus dans le crunchy. Là. Donc, parmi les 9 défenseurs suivants, 8 seront pris. Puis là, on constate vraiment un genre de défenseurs qui sont mobiles, qui sont capables d'effectuer une bonne relance, qui ont, dans certains cas, qui ont de très belles promesses pour le futur. Je les ai séparés côté gaucher et droitier. Commençons du côté gauche, si vous le voulez bien. On retrouve Sean Hutchinson, Jackson Smith, Cameron Reed, Carson Carrolls et Ethan McKenzie. Dans le groupe, Ethan McKenzie, 19 ans, pas repêché. On est un petit peu plus un candidat obscur. Carson Carrolls, c'est un espoir de premier plan là, pour le repêchage 2026, 20e sur la liste prélim de Pascal. Cameron Reed, choix de première ronde en 2025 des Prédateurs. Jackson Smith, même chose en 2025 du côté de Columbus. Et Hutchison du côté des Islanders, première ronde aussi. Est-ce que, qui selon vous, dans ce groupe-là, va se démarquer, Pascal, pour commencer? Ben, tu sais, même si je ne suis pas son plus grand fan, Hutchison demeure une arme sur plusieurs fronts. C'est un gars excessivement physique. Dans un contexte junior, il peut dominer la compétition. Il a un excellent lancer, quand même une bonne mobilité. Il y a quand même une progression cette année sur sa conscience dans l'espace un peu. Donc, il devrait être dans les 3 meilleurs défenseurs de la formation. Donc, 32 à gauche. points en 19 avec Barry, c'est très solide. Puis, quand on regarde les autres candidats, est-ce que je me trompe en disant que, je reprends un petit peu ce que tu disais, mais est-ce que je me trompe en disant que c'est un des candidats légitimes pour être sur la première paire de l'équipe? Oh oui, c'est certainement que ça va être un candidat légitime pour la première paire. Est-ce qu'il va mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire les meilleurs défenseurs avec les meilleurs défenseurs, peu importe leur profil? Il va peut-être y aller avec un petit peu plus de réflexion là-dessus, mais le style de Hutchison puis Parekh à droite s'accorde quand même bien. Donc, j'ai hâte de voir, mais les deux sont quand même sujets au brain fart. Donc, j'ai hâte de voir quand même, si on compare, mettons, à... Non, même pas. Fait que non, j'aimerais ça voir Smith, en fait, c'est la première paire, mais je pense pas qu'il mérite tant que ça. Donc, je pense que ça va être Hutchison, oui. 32 points en 19 en partie avec Barry dans la Ligue de l'Ontario. Matt Jackson Smith, qui, Pascal en a parlé un petit peu, transition WHL vers NCAA. Ça a été 9 points en 14 matchs à Penn State. Transition un petit peu plus difficile aussi de son côté. Là. Est-ce que tu serais à l'aise? Beaucoup de listes préliminaires ne le plaçaient pas dans la formation. De ton côté, est-ce que tu es surpris de le voir là? Moi, Jackson Smith, c'est pas un gars, d'entrée de jeu, c'est pas un gars que j'ai regardé à son année repêchage, je vais être très honnête. Puis, tu sais, je regarde, mettons, la transition de certains joueurs de la CHL vers la NCAA, et je trouve que c'est souvent une question de maturité physique, la raison pourquoi ils sont pas capables d'exprimer leur talent. Tu regardes, on va probablement en parler tantôt, mais tu regardes un gars comme Porter Martin, sa transition est super bonne, mais le gars, il a un très bon gabarit aussi. Ouais. NCAA, c'est une ligue qui est dure. Fait que je pense pas que Jackson Smith, on doit juger son début de saison par rapport à son placement dans l'équipe. Mais tu disais, Pascal, là, par rapport à Zane Parekh, peut-être le jumeler avec Hutchison, mais qu'il est sujet à des brain farts. Moi, je vais être curieux de voir justement, est-ce qu'on va couper un défenseur gaucher de plus pour peut-être amener un Denford ou un Brunecki avec Parekh, justement, qui va peut-être plus stabiliser une paire, même si les deux seraient droitiers.
ça, c'est quelque chose que je vais quand même surveiller là, du côté de Team Canada. Parce Ouais, absolument. on va le voir un petit peu au fil qu'on va défiler, là, surtout dans les droitiers. Il y a vraiment une petite lacune là, du côté gauche par rapport au côté droit. Ouais. Il y a un espoir qui est en suspens, dans lequel il sera question tout à l'heure. Mais pour terminer du côté gauche, Pascal, parle-nous un petit peu de Carson Carrolls qui est oui, un bel espoir, mais c'est pas non plus un candidat top 5. Et Ethan McKenzie, si tu as quelque chose à nous dire sur lui, là, donc comme j'ai mentionné, c'est un défenseur de 19 ans, quand même 31 points en 30 matchs dans la WHL avec Edmonton. Et c'est vraiment le candidat le moins connu de cette brigade-là. Là. Ouais. Ouais, c'est un expert en transition, mais en défensive, c'est plus difficile aussi. Tu sais, moi, j'aurais vu pas mal plus un gars comme Owen Protz, qui était au camp d'entraînement. C'est un gars que j'aurais bien vu à sa place, mais il aurait fini par être coupé probablement. Là. Mais moi, c'est sûr que c'est le candidat en défensive à être sacré des halls, McKenzie, donc c'est vraiment pas mon préféré, mais il demeure quand même légitime d'être invité dans l'événement quand même. Puis Carrolls, ben, c'est un général. En fait, c'est un gars qui est bon partout. Il a un très bon patin. On l'a bien vu dans la CHL versus les États-Unis. Là. Il a très bien fait quand même pour la tenue de l'équipe CHL. Donc, lui, c'est un peu un couteau suisse de genre, il va probablement jouer, il va être là, mais vraiment plus comme un 7e, parce qu'il peut jouer dans n'importe quelle situation avec son patin puis avec son intelligence. Donc, quand n'importe qui était blessé ou qui a une mauvaise mauvais match, il peut être inséré. Donc, ça sera à voir. À voir si on pourrait potentiellement avoir du renfort. Hein. S'il y en aurait, ça viendrait du côté gauche. Donc, à qui on fait référence ici? Ben, c'est Sam Dickinson, le gaucher, 24 parties avec les Sharks, joue entre 16 et 17 minutes dernièrement, pourrait rejoindre l'équipe, mais c'est sûr que les Sharks sont dans une situation où on n'a pas vraiment de visée pour disons, faire un bout de chemin en séries éliminatoires. On est encore dans ce processus de développement, de construction de notre alignement. Mais c'est sûr qu'avec un Sam Dickinson, on le met automatiquement sur cette première paire-là, tout le monde tombe dans la bonne chaise. Un Carrolls et McKenzie pourraient alors être probablement écartés de la formation. Selon vous, les gars, les chances que Sam Dickinson rejoigne l'alignement, Matt, pour commencer? J'ai l'impression que si Dickinson avait eu à être prêté, ça aurait été déjà fait. Ouais. Juste parce que Michael Misa est là. Fait que c'est vraiment une association très facile que j'ai à faire. J'ai pas les temps de jeu de Dickinson dans NHL présentement avec les Sharks sous la main. 16-17 minutes dans les derniers matchs. Là, ouais. Bon, fait que tu sais, écoute, si ça avait été un cas de 14 minutes, puis sur la galerie de presse de temps en temps, je me serais dit, oui, il y a peut-être une opportunité là. Mais je pense que Dickinson, on peut peut-être l'oublier là, avec Team Canada. Là. Malheureusement, et c'est Dale Hunter qui aurait aimé ça leur avoir. Hein. Ça a été un de ses protégés avec les Knights pendant quelques années, aidé à gagner quelques championnats. Du côté droite, ben là, c'est nettement plus reluisant. On a parlé de Zane Parekh. Ça a été un début de saison un peu compliqué avec les Flames. Là, c'est normal. La transition directement là, au HL vers à la LNH, c'est toute une marche à prendre. Ça a été 1 point à 11 parties avec Calgary. Il a été blessé, il a été retranché de l'alignement. Ça a été un des premiers NHLers à être confirmé à rejoindre l'équipe. Mais l'an dernier, c'est quand même 107 points en 61 matchs avec Sarnia. Avait été invité l'année passée au camp d'équipe Canada après avoir été initialement boudé. A été invité, a été retranché. Ben, finalement, peut-être qu'il aurait pu aider cette formation-là. Un deuxième joueur qui a été prêté de son équipe de la Ligue nationale, et Matt, je pense que tu vas être bien placé pour en parler de lui. Donc, un de tes préférés à Pittsburgh, là, Harrison Brunicky, un choix de 2e ronde en 2024. Ça a été 9 matchs joués avec les Penguins cette année. Son dernier match date du 3 novembre dernier. Là, il a été envoyé dans la AHL pour des fins de conditionnement. Dans son cas aussi, c'est intéressant. S'il n'avait pas été blessé l'an passé, ben, il aurait fort probablement été... En fait, il aurait été dans l'équipe.
Donc, pour lui, c'est une belle occasion de se reprendre. Et c'est deux gars qui amènent une expérience, même s'ils n'ont pas joué depuis environ un mois tous les deux, là, qui amènent quand même une belle dose d'expérience de la Ligue nationale au sein de cette défensive-là. Oui, puis tu sais, on parlait de Zane Parek. Il est comme entre deux chaises présentement. J'ai lu que son entraîneur mentionnait qu'il était comme trop fort pour retourner dans le junior. Mais les lacunes qu'on a identifiées à son année repêchage, ça paraît dans la Ligue nationale. Fait que je pense que c'est le genre de défenseur qui gagne à se développer avec des gars professionnels. Fait que le tournoi va être intéressant parce que là il va pouvoir s'exprimer à 100%, sans avoir nécessairement un système rigoureux en jouant contre des gros bonhommes qui vont y mettre de la pression sans arrêt. Fait que j'ai hâte de voir comment il va répondre justement. On peut s'attendre à ce que ce soit lui le corps arrière de l'avantage numérique. Là. Je pense que, en tout cas, je regarde les candidats. Je comprends bien qu'il y a des défenseurs là-dedans que j'ai pas vu à leur année repêchage, mais si tu mets un gars comme Zane Parek, tu l'utilises pas sur ton powerplay numéro 1, C'est un problème. Je pense que là, c'est ça, il y a un problème à un moment donné. Je pense qu'il est vraiment destiné pour ça. Ça semble assez évident. Lui puis Reed. Deux autres candidats de ce côté droit. On parle de Ben Danford, un choix de première ronde des Maple Leafs en 2024. C'est un joueur plus défensif, plus physique. Avec 11 points en 14 avec Brentford. Donc, du haut de ses 6 pieds 2, 200 livres, il sera difficile à affronter. Keaton Veroff aussi, donc un des principaux candidats au prochain repêchage de la Ligue nationale. 17 ans, 3e sur ta liste, Pascal. 11 points en 16 avec North Dakota. Lui aussi a fait la transition. C'est un prototype assez formidable, là, du haut de ses 6 pieds 4, 212 livres. Parle-nous de lui, puis aussi, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, là, dans les textes que je lis et autres, on lui fait pas vraiment une place au sein du top 6 des défenseurs. On le voit peut-être comme un 7e, voire même un 8e. Est-ce que tu penses, parle-nous un petit peu de lui, puis de quel rôle, selon toi, il pourrait avoir dans cette équipe-là? C'est sûr qu'il peut jouer sa troisième paire. Puis, tu sais, c'est vraiment plus un gars à cet âge-là, à ce niveau-là, que je vois comme un gars offensif, mais défensivement, il est bon pareil. C'est juste un autre joueur qui, de temps en temps, peut faire des petites erreurs, surtout sous pression. Petite tendance à se débarrasser de la rondelle dans des endroits qu'il ne faut pas. Mais cette année, dans l'NCAA, ça va super bien. Fait que, tu sais, oui, il n'y a pas 16 en 16 au niveau des points, là, mais il développe d'autres choses, puis il prend les choses en main sur la glace. Là, il est vraiment le fun à avoir joué. T'sais, au même âge versus, mettons, Artyom Levchunov, il est en avance. Levchunov, c'était du chaos, 100% du chaos. Mais lui, c'est le même genre de défenseur au même âge, mais en avance à quasiment tous les niveaux. Donc, c'est ça pour vous donner une image. Là. Donc, c'est un joueur qui a sa place, je crois, dans le top 6. J'aime bien Jackson Smith, mais je prends Veroff avant sur la formation. T'sais, Smith, c'est un gars vraiment de possession de rondelle, de transport de disques, mais il a de la misère un peu à trouver son rôle ou à sa chaise depuis l'année passée. C'est-à-dire, il a les skills, il a vraiment des bonnes mains, il a un bon lancer, très, très, très comme un attaquant. Il utilise les écrans et tout, le bon tir des poignets, puis une mobilité élite, mais il faut qu'il soit défensif plus, parce qu'il n'y a pas assez un offensive élite pour être un gars purement offensif. Fait que sa chaise dans l'équipe Canada Junior, ça va être quoi? Je sais pas. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir dans le tournoi, puis je pense que Veroff est devant lui à mes yeux à cause de ça. Mais c'est intéressant, puis on revient un peu à ce que Matt disait tout à l'heure, de potentiellement amener un droitier à gauche. Là, ça semble assez clair que les 4 droitiers feraient l'équipe, advenant que Sam Dickinson ne rejoigne pas la formation, mais là, ça pourrait jouer entre Carson Carrolls et probablement Ethan McKenzie. Et là, en amenant un droitier comme Veroff à gauche, et là, on rebalance un petit peu le tout, là, parce que clairement, s'il y a une faiblesse au sein de cette équipe canadienne-là, c'est qu'il manque un petit peu de punch au niveau de gauche de la défensive. Donc, amener un droitier à gauche, bonne hypothèse qui pourrait un petit peu rebalancer le tout si on ne peut pas compter sur du renfort. On se lance, les gars, au niveau de cette attaque qui s'annonce dévastatrice.
On a laissé cette année très peu de talent en arrière. Hein. La cavalerie au complet a été amenée. Donc, parmi les 15 attaquants sélectionnés, 14 seront pris. Encore une fois, si aucun joueur ne rejoint la formation. Des joueurs de rôle, mais qui ont du caractère et qui débordent de talent. J'ai séparé les joueurs sélectionnés en 4 catégories. Les joueurs qui pourraient potentiellement jouer sur le top 6. Des joueurs qui sont talentueux avec beaucoup de caractère. Des joueurs qui peuvent avoir des multitâches, multi-rôles aussi. Et les spécialistes défensifs. Commençons avec les candidats pour le top 6. Donc, j'ai un homme, mais on va vraiment y aller là, un après l'autre. Puis vous verrez qu'on pourrait dessiner certaines lignes, certaines unités à travers cela. Commençons avec Gavin McKenna, Michael Misa et Porter Morton. Michael Misa a été prêté des Sharks de San Jose, tu en parlais tout à l'heure, Matt. Donc, ça a été 3 points en 7 matchs avec les Sharks. Lui aussi a été ignoré lors de la sélection de la formation l'année passée. C'est quand même 134 points en 65 matchs l'an dernier. Donc, c'est un joueur de centre. Il a été le deuxième choix au total des Sharks. Je pense que ça a été une très, très bonne nouvelle de l'avoir avec l'équipe canadienne. Matt, pour commencer. Oui, puis tu sais, c'est un traitement un peu à la Shane Wright là, pour Michael Misa. Les Sharks l'ont amené dans la Ligue nationale. On y a fait goûter à ce que c'est de jouer dans le hockey professionnel. Après ça, on l'a envoyé Ligue américaine en reconditionnement pour ensuite l'amener dans l'équipe canadienne. Je pense honnêtement que c'est quasiment assuré que ça va être le centre numéro 1, là, honnêtement. Puis j'ai l'impression qu'il a assez l'intelligence pour suivre un gars comme McKenna, justement. Je pense que l'année passée, ce qui a ressorti vraiment beaucoup quand McKenna était sur la patinoire, c'était la difficulté des joueurs autour de lui de suivre ce gars-là. Et je pense que Michael Misa il est assez allumé, sa patinoire, puis il a assez de bonne lecture pour être en mesure de suivre un gars comme McKenna. Au pire, il y a Rishny qui a déjà joué dans les tournois avec Team Canada U17 puis U18. Donc, mais là, tu dis ça parce que Rishny, c'est ton boy. C'est ça. Tu veux qu'il joue avec les meilleurs. Faisons justement cette transition vers Gavin McKenna. Pascal, c'est sans surprise le premier nom qui se trouve sur ta liste prélim. C'est un des plus beaux candidats pour le prochain repêchage. Ben, le moule semble parfait. Là. À l'aile gauche de ce premier trio-là, a fait la transition lui aussi vers la NCAA à Penn State, 18 points en 16 parties. Il est de retour, comme tu l'as dit tout à l'heure, Matt, de l'édition 2025 où il avait récolté un but l'année passée. Là, c'est 129 points avec Medicine Hat. Parle-nous un petit peu de ce qui... Oui, il a énormément fait parler de lui dans les dernières semaines. Là. Je pense on s'est servi de son nom beaucoup pour mousser un petit peu tout ce qu'on voulait dire à son sujet. Oui. Mais à tort ou à travers. Parle-nous un petit peu de ces dernières semaines de jeu, Pascal. Puis, j'aimerais savoir, selon toi, le plafond qu'il pourrait avoir dans ce tournoi-là. Parce qu'on on va le comparer à un Connor Bedard, on va le comparer à un Connor McDavid, à un Nathan McKinnon, même à Alexis Lafrenière, des gars qui ont eu des gros impacts à 17 ans. On a besoin de ça de sa part dans l'édition 2026. Là. Ouais, au niveau du repêchage, les tournois internationaux, c'est pas nécessairement des tournois qu'on doit utiliser. Mais dans le cas de McKenna, il doit absolument avoir un bon tournoi pour fermer la bouche à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui casse du sucre sur McKenna, dans le fond, qui l'utilisent, comme tu dis, pour mousser leur liste ou bien pour mousser un narratif. Puis, c'est correct, là, ça ne me dérange pas que McKenna ne soit pas sur la première liste de tout le monde. Là. C'est vraiment trop tôt pour effacer 3 ans d'analyse avant son repêchage, dans le fond, qu'il était vraiment élite. Oui, il était élite, il y avait de l'ère générationnelle, en effet. 2 mois que ça va pas super bien dans une ligue qui est quand même difficile. Il est plus bon, on le descend. C'est un peu tôt. Fait que dans ce tournoi-là, qui va être dans son... Tu sais, c'est vraiment... L'équipe Canada, c'est sa place. Vraiment sa place. C'est son safe space, si on veut. Avec des gars avec qui il a déjà joué, qui a déjà dominé, contre d'autres gars contre qui il a déjà dominé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir son tournoi. Puis c'est un gars qui a un excellent lancer, une excellente vision du jeu. Il crée des jeux que personne autour de lui sont capables de deviner dans NCAA. Mais dans cette équipe-là, il y en a plein.
Michel, il n'y a aucune misère à deviner qu'est-ce qu'il va faire. Puis au pire, Age, O'Brien, Higgin, c'est tous des gars qui seraient capables de jouer avec lui. Donc, tu sais, c'est ce qu'on va voir cette année. Moi, j'y souhaite au moins 2 points par match. Puis, tu sais, des points, pas juste Par la 6 bande. points contre la Suisse, whatever. Là, Des points de des points domination contre les non-stop. bonnes équipes. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, oui, on pourrait tous y souhaiter un tournoi comme Bedard. Mais tu sais, que ce soit 4-5 points de moins, ce serait pas grave. Je veux juste une belle domination offensive de son trio. Puis je crois qu'ils vont être capables de faire ça. De toute façon, Pascal, tu sais, je peux me permettre, là, des points comme Bédard. Bédard, il y avait des doutes aussi là, à son année de repêchage, puis il Tout le jouera monde fait pas ça. au centre, puis il est pas assez gros pour suivre dans la Ligue nationale. Puis je pense que cette année, là, s'en tire pas trop pire. pas mauvais. Pas mauvais. Ouais, c'est un take qui est devenu très rapidement mauvais. Ouais. Tu as mentionné son nom tout à l'heure, Matt Porter Martone, pour être un candidat idéal pour se joindre à ces deux joueurs qui, sans être frêles, ont un petit peu plus de petite stature. C'est un allié droit de 19 ans, là, de grosse stature. Ça a été le premier choix des Flyers au dernier repêchage. Il est de retour avec la formation, avait joué 3 matchs l'année dernière. Ça a été une transition vers Michigan State qui s'est quand même bien passé côté statistique de son côté, 20 points en 16. J'aimerais savoir, puis je ne veux pas vous prendre, au dépourvu sur cette question-là. L'année passée, on lui reprochait beaucoup d'être, un faux power forward, de vouloir, de penser qu'il l'était, mais qu'il n'agissait pas vraiment comme tel. Est-ce que vous avez vu des changements dans son style de jeu? Est-ce qu'il joue un jeu un petit peu plus rude en affrontant des joueurs plus vieux dans la NCAA? Pas nécessairement. Vas-y, Matt, vas-y. Non, je te laisse aller, Pascal, parce que moi, je ne l'ai pas vu cette année, mais je rajouterai autre chose après. Fait que vas-y. Pas nécessairement plus rude, mais plus de jump. Il y a vraiment plus de jump dans sa game, plus d'exploitation dans les bons endroits aussi. T'sais, il va à la bonne place. Il fait. C'est un gars qui a du talent. On ne peut pas nier ça. C'est juste qu'il l'utilisait pas de la bonne façon. Puis ça va un peu plus. C'est un pas dans la bonne direction cette année. Il joue avec des meilleurs joueurs dans un programme incroyable à Michigan State. C'est un programme, l'un des gros programmes. C'est entre Penn State puis Michigan State. Il y a une petite différence, OK? Ouais. Fait que il est vraiment bien entouré. Ça va bien pour lui. Il a le physique puis le style pour la NCAA. Donc, ce qu'il fait dans la NCAA en ce moment, c'est vraiment positif pour lui. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans la nationale de hockey, parce qu'il y a quand même, c'est pas encore un power forward. Mais dans ce tournoi, parce qu'il joue gros, mais pas. Il est pas, mettons, épurant. C'est pas d'épurant que je veux dire. Voyons, c'est pas offensant non plus. Il punit pas l'adversaire tant que ça. C'est pas le Punisher. Mais dans ce contexte-là, avec des gars vraiment intelligents, vraiment talentueux, mais lui, il est capable de les suivre puis d'aller dans les zones dangereuses. Fait que je m'attends à un gros tournoi. Matt? Puis tu sais, ce que je voulais rajouter, puis c'est pour ça que c'était quasiment mieux que Pascal y ait en premier, là, mais tu disais un faux power forward. Justement, ce tournoi-là, va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de jouer ce rôle-là. Oui. Parce que s'il est effectivement jumelé à Michael Misa et Gavin McKenna, va falloir que tu joues ce rôle-là. Parce que sinon, c'est un Brady Martin qui va prendre ta place. Puis c'est peut-être un T.J. Ginla qui va venir prendre ta place aussi. Fait que ça va être son rôle sur ce trio-là. Fait que j'ai hâte de voir justement s'il va l'assumer, ce rôle-là. Du haut de ses 6 pieds 3, 210, je pense que ça va être important de par son physique qu'il crée de la place aux deux autres s'il se retrouve avec eux, ou peu importe avec qui ses partenaires de trio sont, ça risque d'être un de ses rôles. D'autres candidats à jouer sur un top 6, bien, on pourrait avoir une ligne potentiellement remplie de 3 joueurs de centre, mais qui pourraient bien se compléter de par leur position de bâton, si vous me permettez comme ça. Donc, on pourrait retrouver un T. Ginla, tu viens de le mentionner, Matt. C'est un centre, mais il est gaucher, donc il pourrait très bien jouer à l'aile. A été le premier choix de Utah en 2024, avait été blessé l'année passée. Donc, on ne sait pas trop s'il aurait pu faire la formation, mais cette année, il risque de se reprendre. Il risque d'être un des meneurs. 27 points en 17 avec Kelowna. Très content de la sélection aussi de Jake O'Brien. Dans son cas, vu son âge, on pouvait peut-être avoir
certains doutes vu que c'est un joueur de la QV 2025. On a décidé de l'amener, c'est une très bonne nouvelle. Centre droitier de 18 ans, 6 pieds 2, 177 livres, 45 points en 26 matchs avec la machine des Bulldogs de Brantford dans la OHL. Extraordinaire. Et l'espoir du Canadien aussi, Michael Lage. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est un centre? Est-ce qu'il risque de plus jouer à l'aile? Là, on pourrait le voir à l'aile droite d'une unité offensive comme ça. Ça a été quand même des bons moments offensifs avec Michigan cette année, 28 points en 20. Ça risque d'être un des catalyseurs offensifs de cette équipe-là. Et entouré d'un joueur comme T.J. Ginla qui amène un certain niveau d'échec avant et de physicalité, ça pourrait bien se compléter. Qu'est-ce que vous pensez de trois gars comme ça? Est-ce que c'est des joueurs qui pourraient prendre l'équipe sur leurs épaules? Et là où, exemple, une première ligne n'est pas capable de fournir dans un moment donné, pourrait prendre la charge, Pascal, pour commencer. Oui, ben, ce serait un excellent trio. Tu sais, au pire, s'il manque un peu de physicalité de Martin qui pourrait embarquer dans le tas. Mais tu sais, O'Brien, c'est un des meilleurs fabricants de jeux au pays, même dans le junior, dans le monde entier. Age, rapidité, bon lancer, beaucoup d'habileté offensive, défensivement, on en reviendra, mais bon, c'est pas grave. O'Brien est très intelligent défensivement, puis Ginla aussi est capable. Puis Ginla, ben, il va juste avoir à mettre sa palette à terre puis aller chercher les rondelles dans le fond. Fait que c'est un trio très, très intéressant pour ce trio-là, pour ce tournoi-là, puis qui, d'après moi, la chimie va être très rapide entre les trois, parce que c'est trois gars vraiment intelligents. Et j'aurais vraiment aimé voir Marek Van Acker avec l'équipe Canada Junior. Qui est un des oubliés, si on peut. Ouais, c'est le gros oublié. Tu sais, l'année passée, c'est lui qui a marqué le plus de buts, je pense, ouais. dans OHL. Donc, j'aurais vraiment aimé ça de voir là, mais c'est pas la fin du monde, là. Fait que Ginla demeure un bon candidat aussi. Bon candidat, oui. Donc, non, j'ai hâte de voir ce trio-là qui est très complet. Vous avez beaucoup parlé, Matt, de Michael Lage dans les dernières semaines dans votre podcast, avec raison. Là, c'est un joueur, c'est un des plus bels espoirs du Canadien de Montréal. Disons, c'est arrivé, le changement de règlement NCAA, les Canadiens arrivent à un bon moment parce que ça lui aura permis de se joindre à cette formation-là. Et pour avoir beaucoup parlé de lui dans les derniers temps, quel impact tu penses qu'il pourrait avoir sur cette formation-là? Il va être excellent en avantage numérique. C'est une de ses spécialités à Michigan. Ce qui est une spécialité peut devenir aussi un défaut dans l'analyse parce que souvent, quand on regarde sa production, ça découle beaucoup de l'avantage numérique. Fait que, dans mon évaluation globale de Michael Age, ça peut être un point à surveiller, un point de vigilance. Mais là, on parle d'équipe Canada. Je veux dire, Michael Age va être utilisé à profusion sur l'avantage numérique et va être efficace. Du moins, ce sont mes attentes. C'est drôle, hein? Tu parlais de l'accord entre la NCAA et la CHL qui permet aux joueurs Depuis combien d'années on se fait dire non, c'est pas parce que les joueurs jouent aux États-Unis qu'on les boude. Puis soudainement, il y a plein de joueurs de la NCAA qui viennent juste parce que maintenant il y a une entente. On se fait prendre pour des valises dans sa gamin. Ouais, ça semblait une genre de loi non écrite, là. Mais c'est drôle, comme tu le dis, soudainement, là, les candidats sont intéressants dans la NCAA. Ouais. Je pense c'est sûr qu'un candidat comme Gavin McKenna aurait eu sa place, mais disons que ça a ouvert les portes à d'autres. On a aussi un Liam Greentree qui coche pas vraiment d'autres cases que celui d'un joueur offensif. Là. C'est le premier choix des Kings en 2024. C'est un gros ailier droit, 6 pieds 3, 216, 29 points en 22 à Windsor. Donc, c'est un petit peu plus difficile. L'année passée, il avait quand même fait une récolte très impressionnante, là, 119 en 64. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il aura une place avec la formation partante? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vaut la peine de le garder comme réserviste, comme 13e, voire 14e attaquant? Là? Il est assurément sur la select, dans le fond, pour être le joueur renvoyé chez lui. Je dirais même Simon Riley, mais Simon Riley... C'est un des favoris. C'est sûrement un des profs, un des prefs
au coach. Donc, ça va probablement jouer entre les deux, puis avec le bébé ours. Donc, on verra bien, parce qu'il amène... C'est ça, l'affaire, c'est que dans ce qui est bon, il y en a qui sont meilleurs que lui. Donc, c'est un peu tannant. Tant qu'à ça, j'aurais mieux Sacha Boisvert. Sacha Boisvert a pu Ou effectivement Vanacker. en amener un petit peu plus. Prochaine catégorie, les gars, ce sont des joueurs très talentueux qui ont beaucoup de caractère, qui vont être difficiles à affronter. Puis je ne sais pas s'ils vont jouer ensemble. Personnellement, j'adorerais les voir jouer ensemble, mais c'est des gars qu'on pourrait placer un petit peu partout, là, qui vont être très, très fatigants à jouer et qui risquent de commencer sur des lignes un petit peu plus basses et qui pourraient monter advenant justement certains ajustements qui devraient être nécessaires. Là, on parlait tantôt de Brady Martin avec pourrait potentiellement jouer sur un trio un petit peu plus offensif. Ben, il est dans cette catégorie-là avec un Caleb Desnoyers puis le petit ours, le Carter Bear, qui était un de vos préférés aussi au TSLH podcast. Brady Martin, il a eu du temps avec les Prédateurs cette année, 3 matchs, donc baigné dans cet environnement-là. C'est un centre droitier, donc pourrait très bien jouer à droite d'un potentiel troisième trio. 16 points en 12 avec Sault Sainte-Marie. Donc, c'est pas le plus gros, 6 pieds, mais c'est un des gars les plus difficiles à affronter. C'est pour ça que les Prédateurs en ont fait le 5e choix au dernier repêchage. Caleb Desnoyers, un centre naturel, gaucher, a été blessé, donc son retour est quand même venu à un bon moment, là, 22 points en 16 avec Mountain. Et Bear, qui est un ailier gauche de 19 ans. Donc, dans son cas, ce sera, même si c'est un joueur sélectionné en 2025 par les Red Wings en première ronde, ce sera sa seule opportunité de faire l'équipe. Donc, 27-23. De votre côté, est-ce que vous aimeriez ça, les voir, ces 3 gars-là, ensemble? Et oui, c'est sûr, Bear était peut-être un petit peu le odd man out, là, donc pourrait perdre son poste, mais ce sont des joueurs qui iraient très bien un petit peu partout dans l'alignement. Matt, pour commencer. Ouais, ce serait un trio franchement intéressant, mais tu sais, quand on tombe dans le milieu de l'alignement, ça va bouger. Là, fait que je me fais pas trop d'attentes sur qui va jouer avec qui. Là. Mais dans le cas de Brady Martin, on l'a dit, là, c'est un gars qui est capable d'être physique, mais qui a vu ses limitations dans la Ligue nationale. Et il l'a dit lui-même, que ça a été un constat. Il va falloir qu'il hit the gym, comme il l'a dit. Fait que va falloir qu'il prenne quelques livres de masse musculaire là, pour être capable de garder ce style-là dans la NHL. Sauf que en tournoi international, contre des joueurs de ton âge, puis majoritairement contre des équipes qui n'adoptent pas nécessairement de jeu physique aussi, ce ne sera pas un enjeu. Dans son cas, je pense qu'il va être en mesure d'imposer son style sur un trio middle six, dans le fond. Là. Pascal, le petit ours puis Caleb, est-ce que Caleb Desnoyers, oui, il a été blessé? C'est un des favoris d'équipe Canada. Hein? Quel genre d'impact tu penses qu'il pourrait avoir dans ce tournoi-là? Ça va être le centre des grosses missions défensives, je crois. Là. C'est Desnoyers que tu parlais, excuse-moi, Marlon. Oui, c'est ça. Tu parlais du ours puis lui. Ça va être le centre d'importance et de confiance pour les jobs défensifs. Puis au pire, il peut jouer plus haut dans la formation, donc il n'y a pas vraiment de problème. Il va faire ce qu'on lui demande de faire. C'est le seul représentant québécois, si je regarde bien. Là. Fait que... let's go. Ça a été le sujet de nombreuses... colère de la part de certains. Fallait s'attendre à quoi? Les 2-3 derniers repêchages, le Québec, ça n'a pas été grand-chose. Donc, non, mais c'est ça. Il ne faut pas se surprendre qu'il y a moins de candidats potentiels. On aurait peut-être pensé à un Justin Carbonneau, mais en bout de ligne, là, pas autant à POC. C'est difficile de les blâmer. Il y a certains joueurs aussi qui vont être capables de jouer plusieurs rôles, là, qui vont pouvoir là, se tarier de plusieurs tâches. On pense à un Cole Reshny qui est très polyvalent, à Braden Coots aussi. Coots a eu de l'expérience de la LNH, 3 matchs avec les Canucks. C'est un centre droitier. Cole Reshny, de son côté, transition vers la NCAA, de bons moments avec North Dakota, 92 points l'an dernier. Un autre centre gaucher de son côté. Donc, on semble avoir 2 joueurs ici qui pourraient être placés dans plusieurs chaises et qui on n'aurait pas trop à se soucier de ce qui pourrait nous amener puis du fait s'il nous ferait mal ou non.
Même Luchenko aussi, tu peux mettre ça dans cette catégorie-là. C'est un gars vraiment rapide, intelligent, qui a été échangé à Brentford dernièrement. Il joue avec Malhotra. Et c'est quand même intéressant à voir. Il y a beaucoup... Ils s'amusent beaucoup trop. Ils font quasiment du roller hockey. Mais dans cette équipe-là, je pense, sous le coach qu'il y a là, il va être surtout utilisé défensivement, mais tu peux l'utiliser n'importe où, ce gars-là aussi. Fait que ça va être... c'est ce qui est le fun de cette édition-là, c'est qu'il y a énormément de talent, mais c'est beaucoup de talent dans plusieurs sortes, dans plusieurs aspects du hockey. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les dernières saisons au niveau du talent, en tout cas. Matt, C'est ce qui fait que des fois, ça devient un peu polarisant, si on veut, parce que tu vois un Reshny qui récolte beaucoup de points dans la NCAA, mais si son rôle, c'est plus d'être défensif, là, ben là, ça crée des déceptions envers les partisans de l'équipe de Cole Reshny. Même chose, si c'était Michael Age qu'on utilisait de façon défensive, ça grognerait à Montréal. Fait que ce tournoi-là, il est le fun, mais faut comprendre que chaque joueur a un rôle. Là. Il n'y aura pas 10 points par joueur qui vont se marquer sa feuille de pointage. Là. On rentre dans un moule, si on veut pleinement profiter de l'expérience, on doit rentrer dans le train puis juste accomplir la tâche qu'on nous demande de faire. Plusieurs spécialistes défensifs aussi. Là, Pascal te parlait de Jet Luchenko. Ça fait 2 saisons de suite qu'il passe du temps avec les Flyers. C'est un centre droitier de 5 pieds 11. C'était le capitaine à Guelph avant d'être échangé. Donc, beaucoup de leadership. Même chose du côté de Cole Baudouin, capitaine à Barrie cette année. Les deux étaient présents dans l'édition de l'année passée. On a aussi un Sam O'Reilly dont il a été question, là, joue sous les ordres de Dale Hunter à London, un ailier droit très, très fiable défensivement. Comment tu vois ça, Matt, de ramener 2 gars qui ont échoué l'année passée parce que la pression n'était pas nécessairement sur eux, mais qui ont vécu cette déception-là? Et est-ce que tu leur donnes un poste assuré? Je pense plus à Baudouin là, qu'à Luchenko. Mais est-ce que selon toi, même si c'est un spécialiste défensif et un gars de l'édition de l'année passée, est-ce qu'on doit le voir dans l'alignement? Je pense que l'expérience de l'échec de l'année passée est importante à transmettre dans le reste de l'alignement aussi. Fait que je pense que c'est pertinent quand même d'avoir ces gars-là dans l'entourage. Moi, c'est sûr que Cole Baudouin, c'est pas un espoir que je trouve très sexy, incroyable. Là. Honnêtement, si j'ai des options autres que Cole Baudouin, j'y vais avec. Là. Mais je peux comprendre qu'il revient. Il est capable d'appliquer un bon échec avant aussi quand même, de donner des coups d'épaule. C'est un rôle que tu as besoin dans ton alignement, veux pas. Mais pour revenir à ta question, je pense que c'est totalement pertinent, d'avoir des gars qui ont vécu cet échec-là pour justement, quand ça va être difficile, d'aller chercher cette expérience-là, pour dire, hey, on est passé au travers, puis c'est de la Christine marde perdre devant tes partisans, d'avoir des grosses attentes, puis fait que let's go, on se botte là derrière, puis on veut pas revivre ça. On veut pas leur revivre cette espèce de petite honte-là au sein du Canada. Si on se demande si est-ce qu'un potentiel joueur pourrait se rajouter et qui évolue dans une équipe de la LNH actuellement, ben ça serait quand même surprenant. Hein? 2 candidats potentiels. On a Ben Kindle, le premier choix des Pingouins. Il joue fréquemment en haut de 17 minutes par match avec l'équipe. Donc, je pense pas vraiment qu'on peut regarder de ce côté. Peut-être un petit peu plus d'espoir du côté de Berkeley Catton, mais là, il s'est blessé. Donc, il a été placé sur la liste des blessés de l'équipe. Il est jugé week to week, si je peux me permettre. Si jamais sa remise en forme se faisait rapidement, peut-être. Avant sa blessure, j'aurais pensé qu'il aurait pu être prêté puisqu'il jouait 12 minutes environ par match en moyenne. Mais j'ai l'impression que Seattle va être prudent avec lui. Et ça serait pas trop... c'est sûr qu'on les prendrait à bras ouverts, mais ça serait pas trop décevant, d'où cette abondance de talent comme il a été question dans les dernières minutes. Là, on voit que ça va être une attaque canadienne très puissante. Quelle progression de Ben Kindle. Incroyable. Ouais, incroyable, ce gars-là. Dans la dernière année, là, il était bon au début de l'année passée, là. Mais c'est fou à quel point il a pris son avenir entre ses mains, puis il a juste dit, peu importe, c'est
ses lacunes, parce que son patin, c'est une lacune. Non, spectaculaire. l'intelligence prime sur tout. Puis c'est incroyable de le voir aller. Les gars, on va se lancer dans une courte analyse des deux groupes. Si on regarde le Canada, donc se retrouvera dans le groupe B, affrontera la Tchéquie qui a terminé l'an passé. Donc la Tchéquie sera très forte avec les Iriček, Mertaka, Draveski en défense, Benak, Nestrasil notamment en attaque. La Finlande aussi, qui ont terminé deuxième l'année passée. Là, on a appris dans les derniers jours que Konsta Helenius ne sera pas prêté. Donc, on doit regarder du côté des Hemming et des Koivu. On a la Lettonie, on a le Danemark, le tournoi qui sera du 26 décembre au 5 janvier. On commence avec un affrontement contre la Tchéquie le 26, le 27 contre la Lettonie, le 29, si je ne me trompe pas, contre le Danemark, et on termine ça le 31 contre la Finlande. Les gars, selon vous, la plus grosse menace dans ce groupe, probablement la Tchéquie, là, mais je serais curieux de vous entendre. Ah, moi, tu vois, la Tchéquie, j'ai l'impression, ben écoute, Pascal pourra me corriger, là, parce qu'il a vu plus d'espoir de la Tchéquie récemment, là, mettons, là, pour ce noyau-là. Mais moi, j'ai l'impression justement que le noyau de la Tchéquie qui a comme monté cette nation-là vers les podiums, vers les médailles, ça s'éteint. J'ai l'impression qu'il y a comme un changement de noyau qui fait que j'aurais tendance à penser que la Finlande serait une plus grosse menace pour le Canada que la Tchéquie. Fait que je suis curieux d'entendre ce que Pascal a à dire par rapport à ça. Là. La Finlande peut tout le temps nous surprendre. C'est vraiment une nation qui, dans les tournois internationaux, ça fait 2 fois que je fais l'erreur, a tendance à grinder puis à bien ressortir. Puis pas nécessairement dominer les matchs, mais finir par marquer le but ou les 2 buts en fin de match pour gagner après ça en prolongation. Puis la Tchéquie, c'est un peu la même chose, sauf qu'ils ont un système vraiment, vraiment défensif. Mais au niveau des gardiens de but cette année, c'est pas là. Fait qu'il y a peut-être ça qui va jouer contre eux autres au niveau des gardiens de but pour la Tchéquie. Mais j'ai hâte de voir il y en a qui a été... c'est quoi déjà son nom? Je ne me rappelle plus. Mais il a été ignoré l'année passée. Il est né en août de 2007. Fait que c'est de quelques semaines d'être éligible pour la première fois cette année. Mais c'est un jeune l'année passée. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Ah, ça m'énerve. Ça, c'est quelque chose. Il y a Stebetak, là, mais c'est l'autre. Là. Alors, ça. Quelque chose. Ah, peu importe. Lui, là. Orsulo, que la même. Mihal Orsulak. Ah, merci beaucoup. Orsulak. Je vais m'en souvenir, là. Je viens du Lac-Saint-Jean, donc je vais m'en souvenir. Orsulak. Fait que, il y a lui qui. J'ai pas encore eu le temps de le regarder cette année, mais il est sur ma to-do list, même si c'est un overager. Et bref, c'est vraiment la position de gardien de but qui va être un point d'interrogation à mes yeux pour la Tchéquie, parce que le restant est quand même assez intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir leur tenue dans le tournoi préliminaire, si on veut. Là. Un échec contre la Lettonie est absolument aussi à éviter. On avait quand même des bons 19 ans l'année passée. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants au sein de cette équipe-là. C'est quand même surprenant de les voir perdre une deuxième année de suite. Le Danemark a été promis là, du groupe mondial 2. Là. Donc, disons que ça semble être la proie la plus facile de ce groupe. Ouais, cher à canon. Du côté du groupe A, c'est assez balancé aussi. Là. Évidemment, les États-Unis premiers l'an passé, là, on revient de 2 victoires, 2 médailles d'or de suite. On n'a toutefois pas la profondeur des dernières années, mais on reste dangereux. Hein. En attaque, on a quand même des Higgins, Eiserman, Conley, Orkoff et LG Mooney, potentiellement l'espoir du Canadien. En défensive, Henry Brustevich, EJ Emery, Cole Hudson, Logan Hensler. On n'a plus Trey Augustine devant le filet, ce qui provoquera quand même un changement de garde au niveau des États-Unis. La Suède, où on a terminé 4e l'année passée, pas une force là, devant les buts et en défensive. Là. Une très, très forte attaque là, avec les Klun, Frondel, Stenberg, Bjork et j'en passe. La Slovaquie, la Suisse, l'Allemagne. Du côté de la Slovaquie et l'Allemagne, tu me corrigeras, Pascal, si je me trompe, mais disons que on a été très, très menaçant par le passé. Là, on n'est pas, disons, au sommet de cette force et de cette puissance-là, comme on a déjà été. Ça reste toutefois des nations qui sont difficiles à affronter. Selon toi, la principale menace viendra d'où dans le groupe A, Pascal? Ah, assurément que c'est la Suède
les États-Unis puis la Slovaquie qui vont être les plus intéressants à suivre. J'ai hâte de voir le Jona Neuenswender, quelque chose comme ça dans la Suisse, là, qui est jeune, qui joue dans la Ligue nationale de Suisse. Donc, il est un très gros espoir pour les prochains. Je pense pas que c'est le prochain, mais c'est peut-être l'autre. Bref, c'est un 6 pieds 3 déjà là à 16 ans. Donc, très intéressant de le suivre. Là. Ça va être à voir pour ce tournoi-là. Ouais. Mais bref, même pour le repêchage, cette année, il y a quand même plusieurs noms. Là. Tomasz Krenko va être intéressant à suivre dans ce tournoi-là, tout comme Adam Nemetz. Donc, ça va être à suivre. Et vraiment, la menace, c'est les États-Unis puis la Suède. Là. J'ai quand même hâte de voir le tournoi, sérieusement. Là. Puis, moi, j'aime beaucoup les États-Unis, leur alignement. La Suède aussi, mais ils ont une petite tendance à choquer. Est-ce que tu vois une formation américaine moins puissante que dans les 2 dernières années, même s'il y a quand même des candidats très, très intéressants, mais on sait que la génération dorée, si on veut, là, des Leonard, des Perrault, quittés, Higgins reste peut-être un petit peu le seul survivant de ce groupe. Mais est-ce que tu penses qu'on va être un petit peu moins menaçant que les dernières années? Donc, je pense que le punch à l'attaque est encore là. Avec Cole Hudson veut pas être est là. Higgins, t'as aussi Connolly, Eiserman, Mooney, qui est. C'est pas parce que je suis un homer. C'est un gars que j'aimais beaucoup G. Mooney l'année passée. C'est encore le gars cette année. Puis à l'international, c'est tout qu'un joueur. Mais Eiserman a une petite tendance à ressortir dans les grandes occasions, puis ça en est une, puis il va probablement jouer avec un Higgins ou whatever. Fait que, non, j'ai vraiment l'impression que ça va être eux autres aussi en médaille d'or avec le Canada. Là. Donc, il faut pas les sous-estimer. le punch est vraiment là, puis défensivement parlant, ils ont quand même des bons éléments qui peuvent dominer offensivement et défensivement. C'est devant le but qui... Kempf, moi, je suis pas un gros fan, là. Fait que, on verra bien, là. Mais c'est ça. Ça va être... ça sera probablement pas un gros tournoi de gardien de but, mais il y a Mangoose, qui est à Suède, qui est quand même pas si pire cette année que ça va bien. Donc, on a aussi, tu parlais de beaucoup de candidats pour 2026. Matt, tu pourrais glisser un mot là-dessus. Beaucoup de hauts joueurs qui risquent d'être repêchés là, au prochain repêchage. On parlait de Veroff, on parlait de McKenna, évidemment. Stenberg va être à surveiller aussi. Bjork du côté de la Suède. C'est agréable de regarder ça, oui, d'un œil de partisans qui aiment les espoirs, mais de gars qui, dans pas longtemps, vont avoir un impact majeur dans la Ligue nationale. Et tantôt, on parlait de Gavin McKenna, que le tournoi était très important pour lui, ouais. son repêchage. Il y a un petit Chase Reed là, du côté des Américains. Lui aussi, il peut jouer gros là, pour son repêchage dans ce tournoi-là. Là. Fait que ça va être à surveiller pour le draft cette année. Puis, pour les États-Unis, ce que je trouve intéressant, c'est que dans un premier temps, mettons, tu as un joueur de rôle comme Max Plant que tu te dis, c'est un complément. Le gars est en train de dominer là, dans NCAA. Je pense que c'est le meilleur marqueur de la ligue. Ou presque. Puis, t'as des gars comme Riker Lee puis Will Orkoff qui ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais qui connaissent du succès aussi dans la NCAA présentement avec très peu d'expérience. Fait que on a greffé, moi je trouve qu'on a greffé du bon talent avec les Américains, mais je suis 100% d'accord avec Pascal. Les gardiens de but là, des Américains, moi, Hale et Kempf, c'est 2 gardiens que j'ai regardé à leur année repêchage et c'est 2 gardiens que j'ai éteindu Instat parce que je trouvais que c'était des no-drafts là, quasiment. Là. J'étais pas. Écoute, c'est ça. J'ai vraiment pas apprécié. Fait que ça va être un enjeu, moi, je pense, pour les Américains. Là. Surtout avec une défensive qui est beaucoup axée sur l'offensive. Fait que j'ai hâte de voir ça. On va continuer tout de suite, Matt, en terminant avec nos prédictions. Pascal, on a glissé un mot déjà, là, et on va se le dire, on s'est planté dans les dernières années. Toutes les années. Tout le monde s'est planté, on va le dire. On attendait, oui, les Américains, on les voyait, hein, on les voyait là, les Tchèques aussi. Ben, c'est vraiment dans le cas de l'équipe canadienne où ça a été, nos prédictions ont été à jeter à la poubelle. On n'a pas le choix quand même d'y aller dans cette
tangente-là de constamment dire les mêmes formations. Mais Matt, j'aimerais que tu me fasses ton podium là, pour ce tournoi-là. Ah, c'est quelque chose que je déteste faire. Écoute, j'irais avec. Moi, je pense que l'or, ça va être les États-Unis. Je pense que les Américains vont gagner. Même en dépit du fait que les gardiens, c'est un enjeu pour eux autres. Je pense qu'il y a trop de talent dans cet alignement-là pour selon pour toi, échapper ils l'or. vont surclasser l'équipe canadienne? Parce que sur papier, disons, l'équipe canadienne n'a rien à envier tant que ça là, aux Américains. L'argument facile, ce serait la chimie, La évidemment. chimie, ouais, c'est ce que j'allais. Ouais, mais t'as des joueurs très spécifiques dans l'équipe qui vont jouer peut-être 9 minutes par game, 8. Je pense à un Cole Eiserman. Il est quasiment jamais joué là, en championnat mondial, là, mais quand il est embarqué sur la glace, il clutch. Puis il répond à l'appel. Tandis que le Canada, on est tout le temps en train de se dire ouais, il peut jouer plusieurs rôles, mais on n'est jamais capable de trouver le bon rôle pour le joueur finalement. Fait que j'ai l'impression que ça va être plus ça qui va avantager les États-Unis. Ils sont à domicile aussi. Ouais. Fait que, mais d'un autre côté, je regardais dans l'historique pendant qu'on parlait tantôt. Canada, beaucoup de médailles d'or quand les tournois sont aux États-Unis. Fait que, effectivement. Écoute. Et pour compléter ce podium. Ouais, pour compléter, écoute, le choix facile, je vais y aller avec le Canada puis la Suède. Pascal, de ton côté, ton podium pour le tournoi. Canada, USA puis Suède. Intéressant. J'ai fait ça pendant qu'il parlait, là, donc... tu vas-tu demander les MVP? C'est ce qui nous a manqué dans les dernières années. Hein. C'est toujours un tournoi qui est vraiment agréable. Mais on a été vraiment laissé sur notre appétit là, deux éditions de suite en voyant le Canada s'éteindre encore de finale. Ça nous prend le Canada dans une ronde des médailles là, pour attiser les premières journées de la nouvelle année 2026. On ne veut pas que notre tournoi se finisse trop tôt. On veut être de cette ronde des médailles. Et le Canada a certes la formation qui pourrait prétendre à de tels honneurs. Et qui sait, on pourrait compter sur de l'aide qui serait grandement bienvenue. Là. Principalement, on l'a dit, hein, au niveau gauche de cette défensive-là, on va allumer quelques petits lampions. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va avoir du 26 décembre au 5 janvier un autre tournoi très, très intéressant. Je vous invite évidemment à suivre le tout sur le hockey, beaucoup d'articles qui vont être publiés là, lors de cette période-là sur différents types de contenus, espoir du côté de Pascal aussi, là, des profils d'espoir et des résumés du jour. Donc, beaucoup de contenus qui vont être présents là, sur le site de Tout sur le hockey. Les gars, je vous remercie grandement. Ça a été très, très agréable à faire. J'avais hâte à cet épisode-là. C'est toujours très, très excitant. Puis, encore une fois, là, un mille merci pour cette très, très, très belle collaboration. Là, je ne les compte plus vos apparitions au podcast. Mais ça aura toujours été extrêmement plaisant de vous recevoir ici et de partager ces beaux moments-là avec vous. Là. Merci beaucoup. Yes, le plaisir est partagé, Étienne. Oui, vraiment. Alors, bon tournoi du Mondial Junior 2026 à tous. Puis, on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.